en décembre 2025, un événement inattendu a modifié le paysage politique de l'Afrique de l'Ouest. En quelques heures, la Guinée-Bissau a annoncé son retrait de la CEDEAO et a prêté serment à l'Alliance des États du Sahel, une décision qui a secoué la diplomatie mondiale. Ibrahim Traoré, représentant de la souveraineté retrouvée pour la région, voit dans cet acte une brèche historique qui marque un tournant décisif. Ce changement n'est pas qu'un simple acte symbolique, il s'agit d'un défi direct aux influences extérieures d'Amathardei qui ont, longtemps, dominé la région. La décision de la Guinée-Bissau de quitter la CEDEAO et de rejoindre l'Alliance des États du Sahel n'est pas simplement un changement politique, c'est un geste stratégique majeur qui pourrait remodeler l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Cette rupture permet aux pays du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, de bénéficier pour la première fois d'un accès direct à l'Atlantique. Pour Ibrahim Traoré, c'est une victoire de la souveraineté, une victoire qui reflète sa vision d'une Afrique indépendante, débarrassée des chaînes des prêts conditionnés et des influences étrangères. La promesse qui se cache derrière cette décision est grande. Un avenir où les ressources du Sahel sont gérées et utilisées par ses propres peuples. Un avenir où l'Afrique ne sera plus un spectateur de son propre destin, mais un acteur clé sur la scène mondiale. Les enjeux sont élevés, car cette décision pourrait inspirer d'autres nations africaines à suivre le même chemin, modifiant à jamais les relations économiques et politiques du continent. La rupture de la Guinée-Bissau avec la CEDEAO et son entrée dans l'Alliance des États du Sahel marque un tournant historique, mais ce n'est pas simplement un acte politique isolé. C'est un signal fort pour toute l'Afrique de l'Ouest. Cette décision offre aux pays du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, une ouverture maritime vitale qu'ils n'avaient jamais eue. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas simplement un geste symbolique. Il voit dans cette ouverture un moyen concret de réaliser ses ambitions pour la région. Le Sahel, historiquement enclavé, a toujours souffert de l'isolement géographique. L'absence de côtes a entravé ses ambitions économiques, limitant l'accès aux marchés mondiaux. Cette alliance quadrangulaire, avec la Guinée-Bissau comme nouveau membre, change la donne en permettant un accès direct à l'Atlantique, mais cette décision va au-delà de l'aspect géographique. Elle remet en question l'ordre politique post-colonial de la région. Pour Ibrahim Traoré, cet acte s'inscrit dans une vision plus large, celle d'un Sahel maître de ses ressources et affranchi des tutelles externes. Ce mouvement n'est pas qu'un défi diplomatique, mais un modèle économique alternatif qui repose sur l'autosuffisance. Au cœur de cette décision se trouve une conviction. Le Sahel doit prendre en main son destin, en utilisant ses ressources pour financer ses projets sans dépendre des prêts étrangers. Cette vision, longtemps jugée utopique, devient aujourd'hui une réalité pour les pays membres de l'AES et pourrait bien inspirer d'autres nations africaines à suivre leur exemple. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso et fervent défenseur de la souveraineté africaine, incarne cette vision du Sahel en pleine transformation. Depuis son ascension au pouvoir, il a prôné un modèle économique basé sur l'autosuffisance, où la population locale joue un rôle clé dans le développement des infrastructures. Cette philosophie, longtemps perçue comme un rêve lointain, prend aujourd'hui forme à travers des projets concrets, tels que la construction de milliers de kilomètres de routes et le développement de l'industrie locale. Ce modèle fait écho à une idée qu'Ibrahim Traoré a introduite dès 2023, celle d'un développement sans dépendance fondé sur la contribution directe des habitants. Il a insisté sur le fait que pour sortir du cycle de pauvreté, il fallait que les pays du Sahel prennent le contrôle total de leurs ressources, qu'elles soient humaines, matérielles ou naturelles. Les premiers résultats de cette politique sont déjà visibles. La région voit une réduction significative de sa dépendance aux prêts extérieurs et plusieurs infrastructures vitales, comme des routes et des usines de transformation, sont en construction. Mais ce modèle rencontre des résistances. Certains critiques estiment que l'isolement croissant du Sahel vis-à-vis des institutions économiques internationales pourrait freiner le développement, et que l'absence d'investissements étrangers pourrait créer des tensions économiques à long terme.
Toutefois, les partisans d'Ibrahim Traoré soulignent que ce modèle est la seule voie pour garantir une véritable indépendance, loin des influences coloniales et des prêts conditionnés qui ont longtemps étouffé le développement du continent. L'activation de la rupture par la Guinée-Bissau avec la CEDEAO a rapidement entraîné un enchaînement d'événements qui a bouleversé l'équilibre politique de l'Afrique de l'Ouest. En quelques heures, l'annonce a fait l'effet d'une bombe, choquant aussi bien les chancelleries européennes que les nations africaines elles-mêmes. Dès le retrait annoncé, la Guinée-Bissau, sous la direction du général Horta Inanaman, a pris la décision historique de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AES, aux côtés du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ce geste symbolique marquait le début d'une nouvelle ère pour les pays sahéliens, un moment où l'histoire de la région prenait un tournant décisif. Pour Ibrahim Traoré et ses alliés, cette décision n'était pas simplement un acte isolé, mais le début d'une transformation profonde du Sahel, un mouvement vers une autonomie totale. L'un des principaux effets de cette nouvelle alliance fut l'accès à l'Atlantique pour ces nations enclavées. Le port de Bissau, en Guinée-Bissau, offrait désormais une porte d'entrée directe pour les pays du Sahel qui pouvaient enfin exporter leurs ressources sans passer par des intermédiaires européens. Ce changement stratégique allait bien au-delà de l'accès aux routes maritimes. Il remettait en question l'ordre régional établi, un ordre qui avait longtemps été dominé par les grandes puissances occidentales et les institutions comme la CEDEAO. La décision de la Guinée-Bissau de rejoindre l'AES s'inscrivait dans une logique de rupture avec les anciennes structures de pouvoir. Mais ce n'était pas sans risque. La CEDEAO, choquée par ce retrait, a immédiatement convoqué une réunion d'urgence pour discuter des conséquences diplomatiques et économiques de ce départ. Les sanctions économiques ont été envisagées, mais les pays du Sahel semblaient déterminés à aller de l'avant. En parallèle, les populations de Bamako, Niamey et Ouagadougou ont salué ce mouvement avec enthousiasme. Les jeunes, en particulier, ont vu dans cette rupture une opportunité de bâtir un avenir différent. Au même moment, les institutions financières internationales ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'impact économique de cette décision. Les experts ont averti que l'isolement politique de ces nations pourrait entraîner une récession à court terme en raison du manque d'investissements étrangers et de l'incertitude qui entourait l'avenir économique de l'AES. Cependant, pour Traoré et ses alliés, ce n'était qu'un prix à payer pour retrouver une véritable indépendance. Ils étaient prêts à affronter les défis économiques et politiques, convaincus que le long terme leur offrirait une autonomie véritable, loin des influences extérieures. En décembre 2025, le Sahel, pour la première fois de son histoire, ne dépendait plus des décisions prises à l'extérieur de ses frontières. Le tournant avait été pris et les bases d'une nouvelle Afrique étaient posées. Ce n'était que le début, mais le chemin parcouru en quelques mois avait déjà changé la donne pour ces nations autrefois marginalisées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis l'adhésion de la Guinée-Bissau à l'Alliance des États du Sahel, AES, plusieurs indicateurs économiques ont montré des signes positifs, marquant le succès du modèle d'autosuffisance prôné par Ibrahim Traoré. En 2023 et 2024, la région a connu une hausse significative de ses infrastructures, avec plus de 5000 km de routes nouvellement construites, dont une grande partie financée par des contributions locales, sans l'aide des prêts étrangers. Ce chiffre représente près du double des investissements réalisés par la Banque mondiale sur une période de 10 ans. Ce développement rapide des infrastructures a non seulement amélioré la connectivité entre les pays du Sahel, mais a aussi réduit de 15% les coûts de transport des biens à travers la région. Cette réduction des coûts, notamment pour les produits agricoles et miniers, a eu un impact direct sur les prix des produits de base dans les marchés locaux, contribuant à une baisse des coûts de la vie dans plusieurs pays membres de l'AES. En parallèle, la production agricole a également enregistré une croissance de 18% en 2024, un chiffre remarquable comparé à la stagnation des années précédentes. Ce gain est directement lié à l'augmentation de l'irrigation et à l'utilisation de technologies locales adaptées, financées par les ressources internes.
De plus, les pays du Sahel ont vu leurs recettes fiscales augmenter de 20% depuis l'entrée en vigueur du modèle économique de l'AES. La part de l'économie soumise à l'exportation est désormais bien plus équilibrée et les pays de l'Alliance se retrouvent moins dépendants des importations en provenance des anciennes puissances coloniales. Sur le plan énergétique, un autre indicateur clé montre que la région est en train de réduire sa dépendance aux énergies importées. En 2025, plus de 35% des besoins énergétiques des pays du Sahel sont désormais couverts par des projets énergétiques locaux, principalement issus de l'énergie solaire et de l'hydroélectricité à petite échelle. Ce chiffre a doublé en seulement 2 ans, un exploit rendu possible grâce à des partenariats internes et une gestion plus efficace des ressources. Ces résultats sont les premiers signes tangibles que la souveraineté économique prônée par Ibrahim Traoré n'est pas une simple utopie. Le modèle sahélien commence à montrer qu'il est possible pour ces nations de se libérer de la dépendance aux grandes puissances financières et de se diriger vers une forme d'indépendance économique durable. Bien sûr, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la stabilité politique interne et les menaces externes, mais les preuves de succès sont déjà bien visibles, tant sur le plan des infrastructures que sur celui de la croissance économique. Le modèle prôné par Ibrahim Traoré, celui d'un Sahel autosuffisant, suscite autant d'enthousiasme que de scepticisme. D'un côté, ses partisans loutent la vision claire et audacieuse du leader burkinabé, soulignant que la construction d'infrastructures locales, la réduction de la dépendance aux prêts étrangers et la montée en puissance de l'industrie locale sont des preuves concrètes que l'indépendance est possible. En outre, le modèle sahélien propose une alternative crédible aux pratiques économiques dominées par l'Occident. Il incarne un modèle de croissance basé sur les ressources internes et une gestion communautaire des infrastructures, plutôt que sur des emprunts massifs et des conditions imposées par des créanciers internationaux. Ce modèle a d'ailleurs été adopté par plusieurs autres pays de la région qui voient dans cette approche une voie vers un développement durable et souverain. Cependant, cette vision n'est pas sans ses détracteurs. Plusieurs économistes et experts internationaux avertissent que l'isolement croissant du Sahel vis-à-vis des institutions économiques mondiales pourrait avoir des conséquences à long terme, notamment en limitant les opportunités d'investissement étrangers. Selon ces experts, les pays de l'AES pourraient être confrontés à des défis économiques imprévus si leurs économies ne sont pas suffisamment diversifiées pour résister aux chocs externes. La dépendance aux ressources naturelles, comme le pétrole, l'or et les minéraux, pourrait se traduire par une vulnérabilité accrue face aux fluctuations des prix mondiaux. De plus, l'absence de financement extérieur pourrait rendre difficile la mise en œuvre de projets à grande échelle, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé, où les besoins sont immenses. En outre, certains analystes mettent en garde contre une dérive autoritaire, soulignant que l'association de gouvernements issus de coups d'État pourrait miner la stabilité politique et sociale à long terme. La question reste donc ouverte. Un Sahel souverain peut-il véritablement se passer de l'aide et des partenariats extérieurs sans risquer l'isolement et la stagnation économique ? Le modèle de Traoré a des avantages indéniables, mais sa mise en œuvre à grande échelle pourrait rencontrer des obstacles majeurs. Pour l'instant, les preuves sur le terrain sont prometteuses, mais l'avenir du Sahel dépendra largement de sa capacité à naviguer entre indépendance et ouverture. Il est désormais clair que la décision de la Guinée-Bissau d'intégrer l'Alliance des États du Sahel a des répercussions profondes, non seulement sur la géopolitique de la région, mais aussi sur la manière dont l'Afrique envisage son avenir. Le Sahel, longtemps considéré comme une région marginalisée, commence à redéfinir son rôle sur la scène mondiale. Ce n'est plus seulement une question de souveraineté nationale, mais d'un changement d'équilibre dans les relations internationales. Les pays du Sahel ont désormais accès à l'Atlantique, un atout stratégique majeur pour leurs ambitions économiques et militaires. Ibrahim Traoré, en particulier, voit cette ouverture comme une victoire, un signal que la région peut se prendre en charge, sans l'aide des puissances extérieures. Pourtant, ce modèle d'indépendance présente également des risques. Bien que les chiffres montrent des avancées sur le plan des infrastructures et de la production locale,
la dépendance à l'exportation des ressources naturelles reste un point de fragilité. La question demeure. Le Sahel pourra-t-il réellement maintenir son indépendance sans tomber dans une forme d'isolement qui entraverait son développement ? La réponse à cette question pourrait déterminer l'avenir de l'Alliance des États du Sahel et son impact sur la région. L'impact immédiat de la décision de la Guinée-Bissau d'adhérer à l'Alliance des États du Sahel, AES, est déjà tangible et ses répercussions continuent de se propager à travers la région. L'accès direct à l'Atlantique représente un atout stratégique majeur pour le Sahel, qui, pour la première fois de son histoire, peut exporter ses ressources naturelles sans dépendre de puissances extérieures. Les pays du Sahel, qui étaient auparavant enclavés, bénéficient désormais d'un corridor maritime vital. Cela a non seulement facilité le commerce intra-africain, mais a également renforcé la position géopolitique de l'AES sur le plan mondial. Pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, cette ouverture permet d'accéder plus rapidement aux marchés internationaux, ce qui stimule la croissance économique et diminue la dépendance aux importations. Le commerce intra-régional a augmenté de 22% depuis que l'Alliance a été formée, une preuve que le modèle proposé par Ibrahim Traoré commence à porter ses fruits. En outre, les projets d'infrastructures financés localement ont contribué à la réduction des coûts de transport, entraînant une baisse des prix de produits de consommation dans les pays membres. Le Burkina Faso, par exemple, a observé une diminution de 12% des prix des denrées alimentaires en 2024, ce qui a amélioré la qualité de vie de ses citoyens. Toutefois, cet élan de souveraineté n'est pas sans défi. Alors que les pays du Sahel réalisent d'importants progrès en matière d'infrastructure et de développement local, la dépendance aux ressources naturelles demeure une question cruciale. Les fluctuations des prix mondiaux des matières premières, comme l'or et le coton, peuvent que rendre ces économies vulnérables. De plus, le modèle d'autosuffisance de Traoré repose sur la participation active de la population, mais la mise en œuvre de cette politique à grande échelle nécessite une gestion impeccable des ressources humaines et des infrastructures. La région doit également faire face à des menaces internes et externes. Les tensions politiques, notamment avec les anciennes puissances coloniales et les institutions économiques internationales, peuvent mettre à l'épreuve la stabilité interne de l'AES. Des sanctions économiques ont été envisagées par certains pays occidentaux, ce qui pourrait affecter la croissance économique à court terme. Cependant, pour Ibrahim Traoré, ce modèle est la seule voie vers une véritable autonomie. Selon lui, chaque pas vers l'autosuffisance est une victoire, même si cela implique de faire face à des obstacles diplomatiques et économiques. À long terme, les pays du Sahel espèrent que leur indépendance croissante ouvrira la voie à une transformation plus profonde de la région, un changement qui pourrait inspirer d'autres nations africaines à suivre leur exemple. Mais cette transformation, bien qu'encourageante, reste fragile et devra être soutenue par une stabilité politique et économique durable pour réussir pleinement. Dans les 6 à 12 mois à venir, plusieurs scénarios pourraient se dessiner pour l'Alliance des États du Sahel, AES, et ses membres en fonction des évolutions politiques et économiques internes et externes. Dans une hypothèse de consolidation et de croissance, les pays du Sahel réussissent à maintenir une stabilité politique relative et à consolider les progrès réalisés en matière d'infrastructure et de commerce intra-africain. L'AES parvient à naviguer avec succès entre les pressions externes et internes en utilisant son accès à l'Atlantique pour stimuler le commerce et renforcer ses relations avec d'autres pays africains. Les projets de développement local, financés par les contributions internes, continuent de se multiplier, avec une réduction progressive de la dépendance aux prêts extérieurs. Dans cette perspective, les économies du Sahel continuent de croître à un rythme modéré, avec des avancées dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. La confiance entre les membres de l'AES se renforce et le modèle de développement local devient un exemple pour d'autres régions d'Afrique. La stabilité politique se maintient, bien que des tensions sporadiques puissent surgir en raison de la pression des anciens partenaires coloniaux. Et si l'horizon devenait plus favorable, on verrait un scénario d'expansion et d'intégration régionale. L'AES connaît alors une expansion rapide, à la fois sur le plan économique et géopolitique.
Les pays membres de l'Alliance parviennent à surmonter les obstacles diplomatiques et à attirer de nouveaux investissements, notamment dans les secteurs des infrastructures et des énergies renouvelables. La stabilité interne de l'AES se renforce avec une gouvernance plus démocratique et une gestion plus efficace des ressources locales. La coopération régionale s'intensifie avec des projets communs dans le domaine de la sécurité, de l'agriculture et des infrastructures. L'AES devient un acteur clé du continent, capable de redéfinir les relations économiques et politiques de l'Afrique de l'Ouest. Ce scénario est soutenu par une dynamique de confiance populaire dans les pays membres, ce qui permet à Ibrahim Traoré et ses alliés de poursuivre leur vision d'un Sahel souverain et autosuffisant. Mais il existe aussi un chemin plus sombre, celui de l'isolement et de tensions accrues. Les tensions internes et externes menacent alors de fragiliser l'AES. Les sanctions économiques imposées par des puissances extérieures, ainsi que les tensions internes au sein des pays membres, rendent difficile la mise en œuvre des projets de développement. Les économies du Sahel connaissent des difficultés dues à la fluctuation des prix des matières premières et à la lente mise en place des infrastructures. Les tensions politiques augmentent en raison de l'absence de gouvernance démocratique dans certains États membres et l'AES commence à faire face à des contestations internes croissantes. Si ces tensions ne sont pas maîtrisées, la région pourrait connaître une instabilité accrue, entravant son développement à long terme. L'isolement diplomatique et économique pourrait affaiblir la position stratégique du Sahel, limitant ses capacités à réaliser ses ambitions économiques et géopolitiques. Chacun de ces scénarios dépendra largement de la capacité de l'AES à maintenir l'unité interne et à naviguer habilement entre les pressions externes. Le développement de l'infrastructure et la gestion des ressources humaines seront des facteurs déterminants pour l'avenir de l'Alliance et de la région. Le modèle proposé par Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel, AES, offre une vision audacieuse pour l'avenir de l'Afrique, mais cette vision ne se limite pas à des idées abstraites, elle touche la vie quotidienne des citoyens sahéliens. Imaginez un jeune ingénieur à Ouagadougou, formé localement, qui travaille sur un projet d'infrastructure en utilisant des matériaux locaux, réduisant ainsi les coûts et créant de l'emploi. Pensez à un agriculteur au Mali dont la production a augmenté grâce à des techniques d'irrigation modernes financées par des ressources internes. Ce modèle d'autosuffisance commence à transformer la réalité économique de la région, créant des opportunités là où il n'y en avait pas auparavant. Mais au-delà de l'aspect économique, il y a aussi une transformation culturelle profonde. Les jeunes de la région, longtemps déconnectés des processus décisionnels, se sentent désormais investis d'une mission collective, la construction d'un avenir meilleur pour leur communauté. Ils ne sont plus simplement des spectateurs, mais des acteurs actifs du changement. Toutefois, cette transformation ne se fait pas sans défi. Les scepticismes existent encore, notamment en ce qui concerne la durabilité à long terme de ce modèle. Mais pour ceux qui croient en cette vision, chaque progrès, aussi petit soit-il, est une victoire. Ces changements, aussi imperceptibles qu'ils puissent en paraître à première vue, redéfinissent les contours de l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Et pour les peuples sahéliens, cette révolution silencieuse pourrait bien être la clé de leur émancipation véritable. La question maintenant est de savoir si ce modèle peut résister aux pressions externes et internes et si les pays du Sahel réussiront à maintenir leur unité face aux défis de demain. Pour que le modèle d'autosuffisance proposé par Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel, AES, devienne une réalité durable, plusieurs étapes doivent être franchies. La première étape consiste à institutionnaliser la coopération régionale. Les ministères des infrastructures des SAPA des pays membres doivent travailler ensemble pour harmoniser leurs plans d'investissement et créer un guichet unique pour la logistique et la gestion des infrastructures. Ce guichet unique permettra de réduire la bureaucratie, de renforcer la coordination et d'optimiser les ressources disponibles. Ensuite, il est essentiel de sécuriser les routes et les chantiers. Les armées sahéliennes, qui ont déjà un rôle central dans la reconstruction de la région, doivent devenir les garantes de la continuité économique
en assurant la protection des infrastructures critiques contre les menaces externes et internes. Une autre priorité sera de consolider la production locale, notamment dans les secteurs de l'agriculture, des mines et de l'énergie. Pour ce faire, les pays de l'AES devront encourager l'industrialisation locale en construisant des usines de transformation à proximité des ports et en intégrant les populations locales dans ces projets. La diversification des secteurs économiques sera également cruciale pour réduire la dépendance aux matières premières. Une troisième étape clé sera la formation d'une nouvelle génération d'ingénieurs et de techniciens africains. En investissant dans l'éducation et la formation technique, les pays du Sahel peuvent développer des compétences locales capables de maintenir et de moderniser les infrastructures sans avoir à dépendre de l'expertise étrangère. Enfin, il faudra établir des mécanismes de mesure des progrès. Les pays de l'AES devront suivre non seulement la croissance du PIB, mais aussi l'autonomie croissante de la région en mesurant l'impact des infrastructures sur les vies quotidiennes des citoyens, la réduction de la pauvreté et l'amélioration de l'accès aux services de base. Le voyage du Sahel vers l'autosuffisance n'est pas seulement un projet politique, il incarne une révolution dans l'esprit des peuples sahéliens. Chaque route pavée, chaque port réhabilité devient un symbole de leur émancipation. Ibrahim Traoré, qui a toujours insisté sur le fait que ceux qui construisent ne dépendent plus, a su transformer un simple slogan en un principe qui résonne à travers le continent. À Ouagadougou, Bamako et Niamey, les visages des jeunes travailleurs, des ingénieurs et des commerçants reflètent cette transformation. Ces hommes et ces femmes, autrefois soumis aux diktats extérieurs, construisent désormais leur avenir avec leurs propres mains. Cette vision, simple mais puissante, est désormais ancrée dans la conscience collective. Pour les peuples sahéliens, la souveraineté n'est plus un idéal lointain, mais une réalité palpable qui se mesure dans chaque chantier, chaque transformation de leur environnement. Ibrahim Traoré, avec sa volonté inébranlable, a allumé une flamme qu'aucune force extérieure ne pourra éteindre. Le Sahel avance vers un avenir où il n'a plus besoin de demander la permission pour rêver, créer et prospérer. L'unité et l'autosuffisance sont les nouvelles promesses de cette région. Et ces promesses sont maintenant sur le point de se réaliser pleinement. L'avenir de l'Afrique de l'Ouest dépend de la capacité de ces peuples à se lever et à prendre leur destin en main. Le Sahel, autrefois symbole d'isolement, est en train de redéfinir ce que signifie être libre et souverain. Ibrahim Traoré et ses alliés nous montrent qu'il est possible de bâtir un avenir solide fondé sur les ressources locales et la coopération régionale. Mais ce chemin est encore long et il nécessite l'implication de chacun d'entre nous. Il est temps de soutenir cette vision, de rejoindre ce mouvement qui façonne un avenir autonome et prospère pour la région. Ce n'est pas seulement une question de politique ou d'économie, mais de dignité et de justice pour des millions de personnes. Chaque voix, chaque action compte dans cette transformation. Pour que ce rêve devienne une réalité, il nous faut continuer à croire en la puissance collective et à travailler ensemble, main dans la main, pour un Sahel indépendant et durable. Et vous, que ferez-vous pour soutenir ce changement ? Participez, contribuez et soyez les acteurs de ce tournant historique.